Soyel, Benjamin, je suis très content que vous nous receviez dans vos bureaux de Les Secrets de l'IMO pour faire une interview de votre parcours et aussi de votre entreprise. L'objectif au début, ça va être de vous présenter ce que vous faites chez Les Secrets de l'IMO. Puis ensuite, on va faire un petit vrai-faux. On va parler de services clés en main que vous proposez. Et ensuite, on va analyser le secteur de l'immobilier, parler de votre parcours d'entrepreneur et enfin parler de votre parcours d'investisseur immobilier. Donc voilà, je vais vous laisser vous présenter pour commencer. Merci à toi et bienvenue chez nous. Moi, c'est Soyel. Du coup, avec Benjamin, on a cofondé les Secrets de l'IMO en 2016. Et du coup, on a vocation à accompagner nos clients sur leurs projets d'investissement immobilier au travers d'une prestation clé en main et sur mesure. Et du coup, on réalise tout ça grâce à nos équipes en interne. Et on a du coup des parcours assez complémentaires avec Benjamin. Du coup, moi, je suis plutôt issu... je suis ingénieur de formation, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait du conseil et de la finance. Et du coup, j'ai cette fibre pour la finance et la fiscalité qui permet du coup d'accompagner nos clients sur ces dimensions-là. Moi, c'est Benjamin. Moi, je suis ingénieur de formation en travaux et je suis spécialisé dans le bâti ancien. Donc, j'ai fait une partie de ma carrière dans la restauration de monuments historiques et maintenant, au sein des Secrets de l'IMO, je m'occupe de toute la partie vraiment réalisation des projets. Donc, on va dire de l'encadrement des architectes pour la conception à la livraison avec la finalisation des travaux. Et si vous deviez présenter les Secrets de l'IMO en quelques chiffres, par exemple le nombre de projets, le nombre d'employés que vous avez? Alors, création en 2016, on a à date, alors j'ai pas les chiffres très précis, mais on a dû faire un peu plus de 300 projets. Aujourd'hui, on se limite à 100 projets par an. C'est ce qui nous permet d'apporter de la qualité, une qualité constante sur tous nos projets pour nos clients. Et c'est un peu plus de 100 millions d'euros investis par nos clients. Et on a 19 collaborateurs. Oui, c'est des niveaux de projet, enfin le niveau de projet moyen est quand même assez élevé. On en a eu d'autres qui étaient plus autour de 150 000 euros. Alors, nous, on a un ticket d'entrée donc, sur nos offres. Alors, on a différentes offres, on pourra en parler un peu plus tard. Mais disons que le ticket d'entrée, nos projets les plus bas ont un ticket d'entrée à partir de 250-300 000 euros. Okay. Et après, on n'a pas de limite haute parce qu'en fait, dans le cadre des projets qu'on mène, on peut avoir des projets vraiment d'envergure qui vont jusqu'à une dizaine de millions d'euros pour l'instant. Super. Bon, on va passer au vrai-faux pour vous expliquer un petit peu le concept. Tout simplement, je vais vous poser des questions et vous devez uniquement répondre par vrai ou par faux. Ça va, c'est simple. Sans donner. Alors, ça paraît simple, mais c'est pas forcément si simple parce qu'il faut justement pas justifier. Et parfois, il y a des questions qui peuvent être un peu embêtantes. Alors, je sais pas si vous voulez en faire une sur deux ou si vous le faites. Très bien, au feeling. Au feeling. Ouais. Allez, c'est parti. C'est un bon moment pour investir dans l'immobilier? Oui. C'est vrai la réponse. Ah, ouais. Faire un investissement locatif est plus intéressant que d'acheter sa résidence principale. Ouais. Nous ne sommes qu'au début des baisses de prix de l'immobilier résidentiel. Là, pour le coup, c'est dur. Eh oui, c'est pas ça. Je dirais vrai. Ok. Soyez, tu vas peut-être. Je me positionne pas. Ça marche. Il est toujours possible de se faire financer à 110%. Faux. Il est possible de devenir millionnaire rapidement en investissement dans l'immobilier. Faux. Avec la hausse des taux d'intérêt, l'investissement à haut rendement est la seule solution pour réussir son investissement immobilier. Faux. La recherche du bien est la partie la plus importante d'un investissement immobilier rentable. Sans justificatif. C'est très compliqué, ouais. Mais je dirais faux. Ok. Les formations d'immobilier sur Internet sont des arnaques. Ouais. Vrai. Ok. Les Secrets de l'IMO est la meilleure solution pour investir dans l'immobilier clé en main. Ouais. Mastéos et Beanstalk font du très bon travail. Ne se prononce pas. Ouais. Allez, Ne se prononce pas. On voit si ça passe. Okay, ça marche. On en accepte une en général. Voilà, c'est celle-ci. Les crises de l'immobilier est une bonne chose pour le secteur sur le long terme. Vrai. Les passoires énergétiques sont une très grosse opportunité d'investissement. Ouais. Ok, super. Bon, c'est pas un sans faute complet, mais c'est pas mal. Du coup, on va passer sur le clé en main et vraiment sur le service Les Secrets de l'IMO. On va essayer d'aller en détail pour que les gens puissent comprendre vraiment ce que vous faites. La première question qu'on aime bien poser, c'est comment vous définiriez l'investissement clé en main pour un novice, quelqu'un qui s'y connaît pas du tout et qui va découvrir peut-être ce service avec cette vidéo interview.
Vas-y, je t'en prie. Alors, la façon dont on aime décrire ce que l'on fait, c'est effectivement un investissement locatif clé en main et sur mesure. C'est-à-dire que nous, on va vraiment partir de nos clients. Donc l'idée, c'est pas de pousser un service quelconque à n'importe qui, à tout le monde. Ça va vraiment être de partir du client, de définir sa situation, ses objectifs et de lui construire et monter un projet sur mesure en fonction de ce qu'on aura défini avec lui. Et l'idée, ça va être de trouver un bien qui correspond à ce qu'on aura défini, donc au cahier des charges qu'on aura défini en amont avec le client, de trouver le bien, de lui trouver le financement qui correspond, de s'occuper du montage juridique et fiscal, de faire la conception et la réalisation des travaux, et ensuite du coup, de mettre en location pour des projets d'investissement locatif. Et on parle beaucoup de locatif, mais on ne fait pas que du locatif. On a une offre sur les opérations d'achat-revente, donc des opérations de marchand de biens, et du coup on accompagne les clients sur ces projets-là également. Ah, c'est super intéressant parce que c'est vrai que sur le marché, nous du coup forcément chez Imo Compare, on essaie de voir un petit peu tout ce qui se fait et c'est une vraie particularité. Pour le coup, il y a peu de sociétés qui accompagnent sur ce terrain-là. Donc, effectivement, il y a peu d'acteurs parce que c'est des projets qui sont complexes, longs, qui mobilisent beaucoup de trésorerie, en tout cas nous vis-à-vis de notre système de rémunération, et donc c'est pas à la portée de tous. D'accord. Donc nous on a cette force, comme on a toutes les compétences en interne, on peut porter des projets importants pour nos clients et réussir des belles opérations. Ok, et tout ça c'est toujours dans Paris, le Grand Paris ou... Ouais, c'est Paris et petite couronne on va dire. Ok. Mais pour reprendre un peu sur la question d'avant, je pense que pour être très synthétique, en fait, l'investissement clé en main sur mesure comme on le réalise, c'est la meilleure manière de ne pas faire d'erreur quand on démarre. Ok. Voilà. Est-ce que vous aurez un exemple d'un projet récent que vous avez fait à un client pour que les gens vraiment comprennent bien dans le concret ce que vous faites? On en fait tous les jours, mais du coup un projet qu'on vient là, de livrer, j'ai encore eu l'email ce matin là, que j'ai vu passer, donc c'est un projet en Île-de-France, donc on est sur la commune de Cachan, donc qui est une commune à moins de 20 minutes porte à porte de Paris. Du coup c'est un appartement de 60 mètres carrés, qu'on a complètement rénové dans un très bel immeuble et du coup qu'on a... Qui en plus, excuse-moi, parfaitement situé parce qu'il est entre le RER et le nouveau métro ligne 4. D'accord. Donc on est grosso modo à 5 minutes de ces deux transports ferrés. Donc c'est vraiment une situation idéale. Et en plus de ça, on va être à proximité également de la prochaine ligne de métro, la ligne 15, qui est également... Alors pour nous, la localisation, elle est très importante. C'est vraiment notre expertise, c'est de maîtriser. C'est pour ça qu'on ne fait que du Paris et de l'Île-de-France. On ne s'éparpille pas sur d'autres régions. C'est pour vraiment être expert complet de cette région-là, de la maîtriser, de savoir exactement quels sont les endroits dans lesquels il est intéressant d'investir et de pouvoir avoir du coup une sécurité pour nos clients. Donc, pour reprendre ce projet, donc c'est un projet qu'on a sourcé. C'était un ancien cabinet dentaire. En fait, voilà. Donc c'est profession libérale. Donc c'est un appartement qu'on a entièrement rénové. On a pu créer 2 chambres avec un grand salon, cuisine ouverte, évidemment salle de bain, etc. Une petite buanderie. Et donc ça a été livré il y a une dizaine de jours et là c'est déjà mis en location. Et à quel profil d'investisseur peut correspondre l'investissement clé en main par rapport potentiellement à investir seul dans l'immobilier, se faire accompagner ou même, je sais pas, quelqu'un qui veut juste un chasseur, voilà. À quel profil va correspondre l'investissement clé en main? Alors le clé en main, c'est très intéressant. Alors, sur nous, le type de clients qui nous contactent, c'est très intéressant pour les personnes qui veulent franchir le pas de l'immobilier et qui sont face à différentes contraintes. La première et la plus commune de tous, c'est le manque de temps. C'est-à-dire que des personnes veulent vraiment investir, mais ça demande, c'est assez chronophage, que ce soit les recherches ou l'ensemble des étapes. Et du coup, déléguer ça à une entreprise telle que les Secrets de l'Immo, ça leur permet de pouvoir le faire tout en conservant leur focus sur leur activité principale. Il y a également le manque d'expertise. En fait, l'investissement immobilier, ça regroupe beaucoup de compétences et de métiers différents. Et donc de pouvoir gérer l'ensemble de ces métiers-là, que ce soit la chasse immobilière, le courtage en financement, le métier d'architecte avec la conception, le suivi des artisans pour les travaux, tout ça, c'est vraiment des activités, des expertises qui sont différentes et qui du coup sont difficiles à mobiliser au sein d'une même personne. Donc le partager, enfin en tout cas donner cette responsabilité à une entreprise qui, comme la nôtre, regroupons l'ensemble de ces métiers-là en interne, c'est quand même très intéressant.
Et après, ça permet aussi de ne pas faire d'erreurs, notamment lorsqu'on se lance dans l'investissement immobilier. On découvre beaucoup de choses. Et du coup, de passer par des experts qui ont cette expérience-là, cette expertise, permet de passer au-delà de toutes ces difficultés. Ok, super. Je suis convaincu par l'investissement clé en main, mais je suis un peu inquiet. Je me dis, c'est quoi les risques? Qu'est-ce que je peux avoir à passer par ce type de société? Quels sont pour vous les risques que vous identifiez pour le clé en main et le service en général? Alors, passer par nous, en fait, notre travail, c'est au contraire de limiter, voire d'annuler les risques. Donc, pour le client, c'est vraiment très intéressant et bien de passer par une entreprise comme la nôtre. Les concurrents, je n'ai pas identifié particulièrement de risques, si ce n'est des rémunérations un petit peu à tiroir, c'est-à-dire qu'on vous propose au début une rémunération, il y a des nouveaux frais qui s'ajoutent, etc., etc. Nous, tout est cadré en avance, il n'y a pas de frais cachés, etc. Tout est très transparent. Sur la partie travaux, on s'engage à respecter une enveloppe qui est définie en amont du projet. Si ça dépasse, c'est notre responsabilité, donc c'est nous qui prenons en charge. Et donc, il y a en fait plus de risques pour le client. Ok. Et du coup, vous, quels sont les critères? On en a parlé tout à l'heure, vous parliez de l'emplacement qui est un des facteurs clés pour vous. C'est quoi les autres facteurs que vous utilisez pour choisir un bien pour votre client, pour sourcer un bien, pour trouver une bonne affaire ou pour trouver en tout cas le bien qui correspond au client? Alors, nous, on a un positionnement déjà qui est très spécifique dans notre cahier des charges qu'on transmet à nos chasseurs. Donc déjà, effectivement, sur la localisation, on ne travaille que sur Paris et l'Île-de-France, avec des biens qui se situent à moins de 10 minutes à pied d'un transport ferré, et que ce transport ferré soit à moins d'une demi-heure d'une gare parisienne. Donc déjà, on a des emplacements, on a des cartographies assez précises sur les différents quartiers dans lesquels on travaille, qui regroupent à peu près une cinquantaine de villes autour de Paris. Et on travaille que dans l'ancien, donc ça va être que des biens qui sont dans l'ancien, pas du tout de neuf ou de construction récente ou semi-récente. Et on va nous privilégier des biens qui nécessitent beaucoup de travaux. Alors, pourquoi? Ça nous permet déjà d'une part d'avoir un levier de négociation qui est très conséquent et de pouvoir ensuite valoriser le bien grâce aux travaux qu'on va y effectuer. Ça permet derrière d'avoir un bien qui a pris de la valeur, d'avoir des qualités en termes de prestations à nos locataires, pour éviter du coup la rotation et la vacance locative, bien évidemment. Ensuite, on va regarder d'autres choses. On va regarder l'état de la copropriété. Donc même si tout est bien, on va rentrer dans le détail de la copropriété. Est-ce qu'il y a des dettes? Est-ce que la copropriété est saine? Voilà, c'est l'ensemble de ces choses-là qu'on va analyser, qu'on va auditer lors de la prospection de biens immobiliers. On dit souvent que la meilleure opportunité, c'est un bien très dégradé dans une belle copropriété. Ouais. Donc une copropriété qui est bien tenue. Souvent, ces biens-là, c'est des successions, c'est des personnes âgées qui ont vécu longtemps et qui n'ont pas fait de travaux depuis 30, 40, parfois plus d'années. Et donc, c'est là où on a vraiment un bon levier de négo parce que c'est très difficile de se projeter et il faut beaucoup de compétences pour pouvoir mener à bien un projet comme ça. Mais le fait d'avoir une belle copro, en fait, ça assure derrière les locataires, quand ils vont faire les visites, ils vont se dire le cadre est super, l'appart est incroyable, et donc c'est très facile après de le louer. Et comment vous les trouvez alors ces biens? Comment vous allez les dénicher? À la sueur de nos fronts. On a différentes sources. Donc on a des chasseurs qui sont des ressources en interne, qui sont en permanence sur le terrain à prospecter, à qualifier et à négocier des biens. Donc ils viennent soit par des agences immobilières, soit par des notaires. On travaille également avec des généalogistes. Toutes les personnes qui peuvent être à même de nous apporter des affaires qu'on va derrière qualifier bien évidemment. Certaines sont off-market, c'est pas le Graal, certaines ne le sont pas, mais disons que nous, on fait ce travail systématique de qualification et d'audit de l'ensemble des biens qu'on nous propose. On se qualifie souvent de facilitateur, aussi bien pour nos clients que pour les vendeurs. Parce qu'on dit souvent dans l'immobilier, il faut avoir un bon vendeur pour faire une bonne affaire. Et donc, un bon vendeur, c'est quelqu'un qui a du mal à vendre son bien, soit parce qu'il n'est pas suffisamment connecté, soit parce qu'il a des gros défauts qu'on va pouvoir améliorer évidemment. Et donc, en partant de ce postulat, de dire on aide tout le monde, on arrive à faire des très bonnes affaires.
Vous parliez justement de votre stratégie qui était de faire beaucoup de travaux. On sait que ça peut être aussi un vecteur de risque quand on fait un investissement, des travaux qui durent plus longtemps que prévu, des surcharges, donc vous disiez que vous minimisez les risques comme ça. Comment c'est quoi votre process sur les travaux pour minimiser le risque de retard, de surcoût, tous ces éléments-là? Alors en fait, nous, on profite de la partie acquisition, de la phase d'acquisition, pour tout préparer. Donc en fait, il y a un gros travail en amont, que ce soit au niveau de la conception, donc définir le projet, le créer et ensuite réaliser les travaux. Dès qu'on a la date de l'acte authentique, nous, on mobilise nos équipes, qui sont des équipes en interne, et on démarre. Donc on prépare les commandes, etc. Dès que c'est signé, on peut démarrer les travaux. Ce qui permet d'une part de maîtriser le délai, et d'autre part d'avoir un cadre très précis dès le départ pour savoir exactement ce qu'on fait et ce qu'on va livrer. En fait, nous, nos plans, on fait des plans plus que des plans d'architecte. Ça, c'est mon côté un petit peu maniaque. En fait, on fait des plans qui s'assimilent à des notices quasiment. Okay. Donc, moi, ce que je répète souvent à mes archis, il faut que le plan il soit compréhensible par une personne de 8 ans. Donc, voilà, il faut que ce soit évident, il faut que toutes les infos soient claires, précises et lisibles, et que derrière on puisse réaliser facilement les travaux sans qu'il y ait trop d'allers-retours, sans qu'il y ait trop de questionnements. On essaye vraiment de lever tous les points avant, et ça nous permet d'être très efficace sur les travaux. Et d'un point de vue aussi DPE, notes énergétiques, tout ce qui est écologie, environnement, comment vous intégrez ces dimensions dans votre travail quotidien? Parce que la rénovation a quand même un grand rôle à jouer dans ce secteur-là. Comment vous faites? Bien sûr. En fait, ça c'est une démarche que nous on a un petit peu depuis toujours, parce qu'on est très conscient de cette problématique qui est à l'échelle mondiale. Et depuis toujours, on a toujours fait mieux que ce qui était demandé. Et donc là, dans l'amélioration des DPE, on passe des logements en G à D, voire C, en fonction des copros, parce que les copros influent aussi. Donc on fait mieux que ce qui est demandé, parce qu'aujourd'hui, la contrainte, elle s'arrête à eux. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'un logement bien isolé, bien réalisé, c'est pas seulement une histoire de notes, c'est aussi une histoire après de qualité de vie et de confort de vie pour les usagers. Donc il y a effectivement l'aspect économique de dire je vais moins consommer parce que je vais avoir besoin de moins chauffer, etc. Mais on prend aussi en compte la qualité de l'air en utilisant des peintures faiblement émissives. Là, on est en train de travailler sur un partenariat pour faire du mobilier avec des panneaux à base de résine végétale, donc sans COV. Donc voilà, c'est des choses vraiment où on essaie d'être en avance sur notre temps et sur la législation. Ok. Il y a des avis qui divergent. On a pu interviewer d'autres sociétés de clés en main, et il y a des avis qui divergent là-dessus sur le fait que faire des rénovations énergétiques, c'est rentable ou pas. Il y en a qui disent qu'en fait ça coûte plus cher que ça ne crée de la valeur. Donc par exemple, on va rénover à 1 000 € de mètre carré pour une rénovation, mais le bien il va prendre beaucoup moins en valeur que 1 000 € de mètre carré. On sait que par exemple à Paris, si on fait l'isolation intérieure, ça peut manger des mètres carrés. Est-ce que pour vous, ça reste rentable de faire des rénovations énergétiques? Alors, de toute évidence, oui, parce que nous, cette perte, on l'a négociée à l'acquisition. Donc, en fait, nous, notre modèle, comme on sait à l'avance ce que ça va vraiment coûter, on peut en faire porter une partie par le vendeur pour que derrière, ça reste une bonne affaire. Okay. Effectivement, faire ça pour sa résidence principale, dans un cadre où c'est une pure dépense, c'est plus difficile de s'y retrouver juste sur les économies d'énergie réalisées. Du coup, le passage de la législation sur les passoires énergétiques, nous, ça a été un point très positif, parce qu'effectivement, nous, ces travaux-là, on les faisait déjà en amont pour améliorer, comme le disait Benjamin, la qualité de vie de nos locataires, mais ça permet maintenant, vis-à-vis des vendeurs, nous, d'avoir un vrai levier de négociation. Là où avant, c'était plus compliqué de leur expliquer ce qu'on voulait faire, là aujourd'hui, acheter une passoire énergétique, tout le monde le sait, c'est affiché, c'est un diag obligatoire, et du coup ça nous permet d'appuyer encore plus fortement lors de la négociation. On pourra l'évoquer après, mais effectivement ce contexte-là, notamment législatif, est très intéressant aujourd'hui pour nous et pour l'ensemble de nos clients investisseurs. Top.
Maintenant, on va passer à une autre partie de l'interview qui est vraiment, voilà, nous on a fait un avis du coup sur les secrets de l'IMO. On a donc trouvé qu'il y avait des points forcément très positifs. On a aussi quelques réserves. Une, on va dire, sur les secrets de l'IMO qui va être sur le tarif qui est à 12% du projet, enfin du net vendeur plus des travaux, si c'est bien ça. Du FAI plus travaux. Du FAI plus travaux. Comment justifier voilà, un tarif quand même qui est bien plus important que la majorité des concurrents? Est-ce que vous arrivez à mieux négocier le bien et donc aller chercher finalement des rentabilités aussi fortes malgré cette commission? Comment vous justifiez cette commission? Alors je veux juste corriger la question. Facialement, ça peut paraître être plus élevé que d'autres acteurs. Ouais. En réalité, ça ne l'est pas. Comme le disait un petit peu tout à l'heure Benjamin, c'est-à-dire que nous, on joue la transparence totale. Donc nos honoraires, effectivement, sont calculés de la sorte. Mais il n'y a pas d'autres coûts annexes ou cachés. Là où voilà, ça peut être le cas par ailleurs. Nous, l'idée, c'est de dire qu'on joue la transparence totale. Voilà nos frais initiaux. Ça ne changera pas. Et notre différence majeure par rapport aux autres acteurs, c'est de se dire qu'on n'est pas, nous, des prestataires de services. On joue vraiment le rôle de partenaire avec nos clients. C'est-à-dire que lorsqu'on leur présente un projet initialement, avec un business plan initial, nous, on s'engage à ce que ce BP soit respecté par la suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres coûts supplémentaires, notamment sur la partie travaux, qui est quand même un pôle, surtout avec notre positionnement, où on dit que les travaux, on va se positionner sur des biens qui nécessitent beaucoup de travaux. C'est quelque chose qui peut faire peur à des clients, et donc on les sécurise et on leur propose un projet d'investissement en toute sérénité, en se disant que ça va coûter X milliers d'euros, et ça ne coûtera pas 1 euro de plus. S'il y a un aléa, c'est nous qui le prenons à notre charge. Okay. Donc en fait, on joue la transparence, il n'y a pas de frais cachés, et c'est quelque chose de complètement serein pour nos clients. Et d'ailleurs, dans la manière dont on communique avec les clients, on parle toujours de budget total d'acquisition, donc c'est-à-dire le coût réel du projet, incluant tous les frais de notaire, nos frais, les travaux, etc. Et ce budget-là, il est figé. D'accord. Et donc, quand on présente une opportunité à un client, il a ce budget-là, et il sait que ce budget du jour 1, ce sera le budget du jour 180. Ok. En termes de frais cachés, sur les autres sociétés, est-ce que vous pourriez donner un exemple concret pour bien comprendre où ça peut jouer? Sans parler nécessairement des frais cachés, mais on va dire sur les frais tout court, nous, on va s'occuper de trouver le financement pour nos clients. Il n'y a pas de frais de courtage en plus de nos honoraires à payer. Okay. Voilà. Là où, pour d'autres acteurs, c'est pas caché, c'est affiché. Nous, l'idée, c'est de se dire, en passant par nous, vous ne payerez rien d'autre. Vraiment, quand on dit qu'on fait du clé en main et sur mesure, c'est du clé en main qui comprend tout. Et donc, on s'occupe et on prend à notre charge l'ensemble des postes de coût sur toutes les étapes du projet. Ok, d'accord. Et donc en interne, vous avez un courtier, un ancien courtier spécialisé ou... On a un chef de projet qui s'occupe de financement. Donc on a des partenaires bancaires. Alors on a la chance, nous, d'être investisseurs depuis maintenant pas mal d'années avec Benjamin à titre perso. On a commencé en 2007. Et donc du coup, on s'est construit un réseau avec des banques partenaires qui nous accompagnent. Et donc du coup, depuis 2016, on a mis ce réseau de banques partenaires avec lesquelles on travaille à disposition de nos clients. Et donc du coup, on a conservé cette relation de proximité. C'est-à-dire que nos banques savent la qualité des projets qu'on va délivrer et du coup accompagnent nos clients parce que ce sont nos projets. Ah, c'est intéressant parce que justement, souvent on posait la question, est-ce que passer par une société clé en main, c'est un argument en plus pour le banquier? Souvent, ils ne nous disaient pas trop. Là, vous disiez que... pour nous, c'est évident. Okay. En fait, quand on travaille pour un client, on fait exactement la même chose que quand on le fait pour nous. Et donc, toutes les étapes sont identiques. Donc, quand on va voir un banquier, on lui présente le projet. Alors, effectivement, c'est le projet d'un client, mais c'est comme si c'était pour nous. Et donc, on va négocier les mêmes conditions, on va avoir les mêmes leviers de négociation, les mêmes échanges, et donc on va avoir un financement qui est de bien meilleure qualité qu'une personne lambda qui va chez un banquier ou qui passe par un courtier. Okay. Nous, on fait des financements dans l'intérêt du client, là où les autres peuvent faire des financements dans leur propre intérêt. D'ailleurs, c'est une question aussi que je me pose, c'est vous en tant qu'investisseur immobilier, est-ce que ça vous arrive de voir passer des projets et de vous dire celui-là j'aurais bien aimé le faire? On en fait régulièrement encore. On n'a pas arrêté d'investir à titre perso. Okay, on essaye d'en faire 2-3 par an au moins pour nous. Donc oui, effectivement, on a envie de tous les faire parce que on fait que des beaux projets.
mais il y a un moment, il faut savoir s'arrêter. Et puis aussi, on a malheureusement encore des limites de financement. Donc voilà, on se restera 2-3 par an. Maintenant, on va passer un petit peu sur la vision du secteur. Forcément, vous faites 100 projets par an, donc c'est toujours intéressant. Je pense que vous voyez directement les évolutions de marché. C'est quoi pour vous les grands défis actuels du marché de l'immobilier et comment vous y faites face? Les défis actuels, je pense qu'ils sont assez visibles de tous, hein. Il y a une augmentation des taux d'intérêt, on voit le nombre de transactions qui diminue un petit peu, on a des prix qui ne diminuent pas encore énormément. Mais tout ça fait qu'on est face aujourd'hui à un contexte législatif, économique, qui est très intéressant et qui rend le moment très propice pour investir. Alors je m'explique. On a aujourd'hui une crise du logement qui fait que les gens ont beaucoup de difficultés à se loger, donc ce qui crée une tension locative très forte et donc du coup diminue le risque des investisseurs. Le risque majeur, le risque principal d'un investisseur, c'est la vacance locative. Donc le fait d'avoir une tension locative plus forte, ça diminue ce risque-là. On a également, du coup, on est en pleine inflation, et donc du coup l'inflation impacte également les loyers, donc ça améliore la rentabilité. Donc en fait on est face à ce fameux couple risque-rendement où normalement l'augmentation du risque augmente le rendement, mais là on est face à l'inverse, c'est-à-dire qu'on voit que le niveau de risque diminue grâce à la tension locative qui est très forte, mais avec des niveaux de rendement qui augmentent. Et donc c'est ça qui fait que ça devient aujourd'hui très intéressant. Après il y a le cadre législatif qui s'ajoute à tout ça, donc avec notamment les passoires énergétiques qu'on évoquait tout à l'heure, qui fait que même si les prix facialement n'ont pas beaucoup évolué, on a un pouvoir de négociation qui est bien plus conséquent. Face aux vendeurs, on a des arguments, même si on les avait avant ça, mais qu'on peut plus facilement mettre en avant, que les vendeurs assimilent plus facilement. Et en plus de ça, le fait que les taux d'intérêt ont augmenté, on est face à moins de concurrence pour la négociation. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on arrive à avoir des biens qu'on arrive à bien négocier, et tout en ayant du coup des rendements assez favorables, avec une prise de risque plutôt modérée. D'accord. Ça va effectivement un petit peu à l'encontre de ce qu'on peut entendre dans les médias généralistes, mais c'est le grand piège de l'immobilier, c'est de le considérer de manière macro, de dire l'immobilier va bien, l'immobilier va pas bien, etc. Nous, on utilise des marchés de niche, là où il y a des opportunités constantes. Et donc, en agissant sur les différents paramètres, on arrive à faire des opérations qui sont encore meilleures, malgré le contexte qui peut sembler un petit peu défavorable. En réalité, il est assez défavorable pour l'achat de résidence principale. Par contre, pour l'investissement locatif, c'est excellent. D'accord. Pour vous, le ratio risque-rendement, en fait, par rapport à il y a 2 ans, n'a pas bougé, voire s'est amélioré? Exactement. Absolument. Tout à fait. C'est vraiment le cas, et on le voit sur les clients qui viennent nous voir avec effectivement le discours qui est tenu dans les médias mainstream. Lorsqu'on leur donne toutes ces informations, après réflexion, ils sont très intéressés, et même sur l'augmentation des taux d'intérêt, c'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui la mensualité à budget constant est plus élevée, mais en réalité l'impact pour les investisseurs immobiliers qui du coup déduisent les intérêts d'emprunt dans leur investissement, en réalité l'impact il est beaucoup plus faible que ce qui est facialement visible. Complètement. Et alors c'est un peu technique en plus, mais en fait les périodes d'inflation, elles ont un effet mécanique, c'est de diminuer les dettes. Avec la valeur de l'argent, en gros. Et donc, pour l'investisseur, c'est très favorable parce que le loyer augmente, la dette, qui est la charge permanente, diminue, et donc le rendement augmente. L'autre erreur que peuvent faire les gens, c'est de le voir à court terme. L'investissement immobilier, il faut le regarder à 10 ans minimum. Il y a quand même fort à parier que dans une dizaine d'années, le marché soit relancé de manière importante comme il y a quelques années, et donc en fait sortir de ce petit creux actuel. Donc l'idée, c'est vraiment d'acheter maintenant parce qu'on a des leviers de négociation qui sont forts, et ensuite revendre dans une dizaine d'années
parce que c'est l'optimum fiscal et avoir fait une belle plus-value en exploitant pendant 10 ans. Et on est d'autant plus confortable avec ça qu'on l'a vécu, nous, à titre personnel. C'est-à-dire que lorsqu'on a commencé à investir, nous, en 2007, on était dans cette fameuse crise à cette époque-là de l'immobilier, où tous les médias parlaient de bulles immobilières, de krach immobilier, le même jargon qu'on entend encore aujourd'hui. Au final, nous, on a commencé à investir à ce moment-là. On a acheté quand même pas mal de biens. 3 ans après, ou 4 ans après, le marché s'est repris, les taux d'intérêt ont fortement diminué, on s'est fait du coup racheter nos crédits, et là on était gagnant sur tous les tableaux. C'est-à-dire qu'on a acheté à des prix qui étaient plus bas à cause effectivement de cette crise de l'immobilier à ce moment-là. En se faisant racheter derrière notre crédit, on a eu du coup des prix bas à des taux d'intérêt bas. Le meilleur des deux mondes. Et ce qui est très drôle, c'est que quand on a commencé, tout le monde nous disait faut pas acheter, c'est pas le moment d'acheter, attendez, etc. Et 5 ans après, tout le monde nous disait ah oui, mais vous avez eu de la chance, vous avez acheté à ce moment-là. Donc voilà, la leçon qu'on a tirée, c'est de ne pas écouter les médias mainstream et les gens qui sont pas vraiment dans le milieu, quoi. Et est-ce que vous sentez qu'auprès de vos clients, il y a peut-être plus de travail à faire pour leur expliquer? Parce que c'est vrai que comme ça, quand on voit des taux d'intérêt aujourd'hui qui sont à 5% et que, je sais pas, il y a des biens qui sont à 5-6% de rentabilité brute en plus, on se dit, l'investissement, en fait, je détruis de la valeur en investissant. Comment vous répondez à ça? Alors, on n'a pas trop ce son de cloche. C'est peut-être par le profil des clients qui viennent nous voir. Disons que les clients qui viennent nous voir utilisent l'immobilier pour asseoir leur patrimoine, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas utiliser ça comme un levier ou comme on en parlait tout à l'heure sur ce que les formateurs immobiliers peuvent dire, devenir millionnaires en quelques mois. Ils viennent vraiment pour utiliser leur capacité d'emprunt et leur épargne, qui aujourd'hui, on sait que l'épargne qui dort, c'est de l'argent qu'on perd. Utilisent ça à bon escient en investissant dans l'immobilier pour pouvoir capitaliser et s'enrichir sur du long terme. Donc ils arrivent plutôt avec cette mentalité-là et effectivement en leur donnant des éléments contextuels, le comprennent d'autant plus et on arrive à du coup faire même plusieurs investissements avec ces mêmes clients. Et en plus, ça c'est une analyse qui est très biaisée parce que la vraie création de valeur dans le locatif, c'est de faire supporter la dette à quelqu'un d'autre. Donc en fait, toute la partie capitalisation, c'est acquis. Donc en fait, effectivement, on peut se dire j'emprunte à 5, je loue à 5, c'est flat, c'est faux. Et en plus de ça, ce qu'il faut regarder, en réalité, le rendement, la rentabilité, effectivement, c'est un indicateur qui est facile à calculer. Donc c'est pour ça que tout le monde le communique. Sauf que ce n'est pas du tout le bon indicateur à regarder pour les investisseurs. Ce qu'il faut regarder, c'est vraiment le taux de rendement interne. Donc c'est par rapport aux capitaux qu'on a investis. Et c'est là qu'on voit que l'immobilier, grâce à l'effet levier, c'est un investissement, c'est une classe d'investissement qui est sans commune mesure par rapport à ce qui peut se faire par ailleurs. Et comment vous voyez l'évolution des prix d'immobilier? Parce que c'est vrai que c'est potentiellement aussi une inquiétude. On voit le volume de transactions qui a énormément baissé. Il y a des villes, le volume de transactions a baissé de 50%. Les prix, eux, en revanche, restent plutôt stables, voire même augmentent un petit peu, malgré aussi la difficulté un peu plus de se financer, un apport plus important, etc. Donc potentiellement, on peut s'inquiéter que au bout d'un moment, ça va descendre fort et que potentiellement, on a envie d'attendre avant d'investir. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à ce type d'inquiétude? Alors nous, on répond toujours la même chose, c'est qu'on n'a pas de boule de cristal, à savoir on ne sait pas quand est-ce que les prix seront au plus bas avant de repartir. Ce que l'on sait par contre, c'est que aujourd'hui, en termes de nombre de transactions, même si effectivement on a baissé par rapport à l'année dernière où c'était une année historique, on reste supérieur à la moyenne des 25 dernières années. Donc on est quand même sur un niveau de transaction qui reste élevé. De dire que les taux sont élevés et qu'on demande un montant d'apport conséquent, c'est faux. C'est vrai par rapport à ce qui a pu se faire par rapport aux années d'avant. C'est complètement cohérent avec ce que, on va dire, un marché normal. C'est-à-dire demander 15-20% d'apport et avoir des taux d'intérêt entre 4 et 5%, lorsque surtout on a un niveau d'inflation qui est supérieur à ça, ça reste des conditions de financement favorables. Il suffit d'aller voir dans ce qui se fait dans les autres pays, où on n'a pas de taux d'intérêt fixe, où on a des montants d'apport qui sont bien plus conséquents, au moins 2 fois plus que ce qu'on demande en France, pour vraiment comprendre qu'en France, on est dans un pays où on a la chance de pouvoir avoir des conditions de financement très avantageuses. Ok. Mais effectivement,
c'est impossible de prévoir ce qui va se passer. Si on écoute les tendances, les gens disent 2024, il va y avoir encore peut-être le premier semestre de baisse, après ça va repartir. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les établissements bancaires commencent à soit geler leurs taux, soit les baisser, ce qui peut redonner en fait un petit peu, refaire un appel d'air et redynamiser le marché. Donc voilà, c'est très très difficile de se projeter sur une ligne pour les prix. Et de toute façon, l'immobilier, comme on l'a dit, c'est sur du long terme, donc c'est des cycles. Donc même si aujourd'hui on achète à un certain prix, il faut le voir sur du moyen long terme. Et donc entre la capitalisation et la plus-value du bien, l'investisseur s'en sort toujours de manière positive. D'accord. Du coup, vous investissez dans Paris et la Petite Couronne. Potentiellement, est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu les coins que vous trouvez les plus prometteurs, sans peut-être dévoiler toutes les recettes, mais ouais, est-ce que vous voyez des endroits potentiellement porteurs pour les gens qui nous regardent et nous écoutent? Alors oui, c'est notamment les villes qui sont impactées par le Grand Paris. On est vraiment, alors nous c'est pour ça une des raisons pour lesquelles on s'est spécialisé sur cette région-là, c'est parce que du coup c'est une région dans laquelle la tension locative est la plus forte en France. Donc on diminue le risque de manière assez conséquente pour l'investisseur. Et en plus de ça, grâce au développement du Grand Paris, ce sont des changements qui sont très significatifs. Tout le monde ne s'en rend pas peut-être compte, mais l'Île-de-France va radicalement changer avec l'arrivée de nouvelles lignes de transport, le prolongement de certaines lignes existantes. On a vraiment des temps, des distances qui vont radicalement changer. Et donc des villes qui étaient jusqu'aujourd'hui, on va dire, peu connectées ou très mal connectées, vont devenir très bien connectées. Et on le voit dans certaines villes où il y a déjà eu ces arrivées de nouvelles lignes de transport, des augmentations en termes de prix au mètre carré qui sont très importantes. Et donc, il suffit de voir ces villes-là. On a des villes effectivement stratégiques dans lesquelles on travaille beaucoup parce qu'elles sont très intéressantes grâce à l'arrivée de ces nouvelles lignes de transport. Je peux en citer quelques-unes. Il y a Ivry-sur-Seine, qui est la plus grosse réserve foncière en Île-de-France, qui est une ville limitrophe à Paris. On est en première couronne. On a un prix au mètre carré qui est 3 à 4 fois plus bas qu'à Paris. C'est à 20 minutes en vélo d'ici. On est dans le centre de Paris, c'est 20 minutes en vélo. Absolument. Et on a aujourd'hui effectivement des grosses opportunités encore à réaliser. De toute façon, il suffisait, alors aujourd'hui c'est un peu moins le cas avec les promoteurs, mais il suffit de voir où est-ce que les promoteurs implantent un maximum de projets pour se rendre compte qu'effectivement ce sont des villes qui sont très intéressantes pour y investir à moyen long terme. D'accord. Pour vous, le projet n'a pas déjà impacté les prix, les gens n'ont pas encore anticipé autant la hausse des prix que ça va être. On pourrait le supputer, sauf qu'en réalité, on constate, on prend l'exemple à chaque fois de la ville de Bagneux, dans laquelle c'était la ville la moins chère au mètre carré, c'est toujours le cas d'ailleurs, mais beaucoup moins, des Hauts-de-Seine. Il y a eu le prolongement de la ligne 4 à Bagneux. Tout le monde était au courant que ce projet allait arriver. Les travaux ont duré quasiment 10 ans, donc tout le monde le voyait venir. Et pourtant, à l'avènement de la ligne de transport, il y a eu en quelques semaines une augmentation importante du prix au mètre carré. Parce que certaines personnes, même si... Alors, il y a les investisseurs, mais de l'autre côté, les gens qui achètent leur résidence principale. Et c'est eux qui font monter le marché. C'est eux qui font monter le marché. Et en fait, ces personnes-là, même si elles savent que dans cette ville, il va y avoir un nouveau ligne de transport qui va les intéresser parce qu'elles pourront du coup aller commuter à leur lieu de travail assez facilement, vont attendre quand même que ce transport vienne pour que ce soit confortable pour eux de s'y implanter. Donc c'est pour ça que effectivement le pricing n'est pas complètement fait en amont et il y a une grosse part de ce pricing qui se fait à l'issue post implantation de nouvelles lignes de transport. Le coup de ciseau devant la station de métro qui fait que... justement, on parle des acquéreurs de résidence principale. C'est une question qu'on se pose beaucoup. Mes amis, etc., qui sont dans l'âge, leur premier CDI, etc., et qui se posent cette question, investissement locatif ou résidence principale. On a posé la question dans le vrai-faux. Qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui hésite entre les deux ? Alors, juste avant, je te laisserai répondre à ça, mais juste avant ça, dire que nous, on n'a pas un avis biaisé par rapport à ça, où on va nécessairement vouloir pousser l'investissement locatif, parce qu'on accompagne également nos clients qui recherchent leur résidence principale. Donc, on fait également cet accompagnement-là. Donc, on ne va pas pousser nécessairement l'investissement locatif juste parce qu'on a un intérêt particulier. C'est un avis qui est neutre et qui est juste le fait de l'expérience. Donc, la réponse à ça, c'est que
évidemment, il faut commencer par l'investissement locatif, tout simplement parce que acheter une résidence principale, c'est une charge. C'est-à-dire que c'est un emprunt que vous allez souscrire et qui va être payé par vous-même. Quand vous faites un investissement locatif, la charge, comme on l'a dit tout à l'heure, elle est portée par le locataire. En réalité, c'est lui qui va rembourser le crédit. Et donc, vous allez effectivement souscrire à une dette, mais vous allez augmenter vos revenus. Et donc, en augmentant vos revenus, ça va vous faciliter par la suite l'accession à la résidence principale. Donc, dans l'ordre, ce n'est pas du tout les schémas qu'on entend partout, mais l'ordre mathématique le meilleur, c'est de dire on commence par un investissement locatif et derrière, on achète sa résidence principale. Et est-ce qu'il n'y a pas un sujet sur la capacité d'emprunt où j'ai fait des investissements locatifs et en fait je suis à un moment où j'ai envie d'investir dans ma résidence principale mais j'ai plus aucune capacité, comment ça peut gérer? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'en achetant sa résidence principale, on va s'endetter au maximum et derrière, on n'a plus de capacité d'emprunt pour réinvestir derrière. C'est pour ça que le meilleur schéma, c'est plutôt de faire du locatif en amont. Donc effectivement, face à une dette, on va avoir des revenus qui font que le taux d'endettement sera jamais complètement atteint au maximum. Et donc, ce qui permet de conserver de la capacité d'emprunt. Et en plus de ça, en parallèle, on va capitaliser sur les investissements qu'on aura fait, qui constitueront du coup du collatéral pour les banques, qui facilitera l'acquisition de la résidence principale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les banques favorisent le financement de résidence principale. Donc c'est en ce sens qu'il faut plutôt du coup faire les locatifs en amont pour laisser ce qui est le plus facile à financer après. Il y a un autre axe de réflexion qu'il faut avoir, c'est que quand on est jeune, on démarre, etc., on n'a pas forcément des revenus faramineux. Et donc, on ne va jamais acheter la résidence principale de ses rêves. Donc, on va acheter une résidence principale. Au bout de 4, 5 ans, 6 ans, on va vouloir déménager. Donc, on va la revendre, etc. Et en fait, de faire comme ça des petits sauts de puce à relativement court terme, c'est le pire moyen pour améliorer son patrimoine. C'est-à-dire qu'en fait, en 5 ans, vous n'allez même pas supporter les frais et vous allez déjà revendre. Donc, ce n'est pas très intéressant. Ok, super. Bon bah, c'est fini pour moi. C'est Julien je vous laisse entre les mains de Je vais Julien juste prendre un verre d'eau si pour vous le me reste des permettez. questions. Mais je veux bien aussi, s'il te Ouais, plaît. quelqu'un veut d'eau Nouvelle partie. Maintenant, on va chercher à comprendre qui sont les fondateurs des Secrets de l'Immo en tant qu'investisseur immobilier et en tant qu'entrepreneur. La première question, c'est, vous avez parlé que vous étiez investisseur immobilier pour vous. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter votre track record en tant qu'investisseur immobilier? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, on a beaucoup de track record en commun, mais je vais du coup parler un petit peu de la genèse de tout ça. Donc, avec Benjamin, on est amis d'enfance, donc on se connaît depuis quand même assez longtemps. Et en fait, on s'est rendu compte complètement par hasard qu'on était intéressé par l'investissement immobilier, chacun de son côté, et qu'on en avait même fait chacun de son côté. Et c'est lorsqu'on s'est rendu compte de ça, je dis toujours à chaque fois pour l'anecdote, un jour j'allais prospecter un bien où j'allais à Lille à l'époque pour prospecter. Et du coup, je redescendais de Lille, je l'appelais pour qu'on se voit à Paris pour boire un verre. Et il me dit, là, ça ne va pas pouvoir se faire ce soir parce que je suis à Saint-Étienne. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais à Saint-Étienne à cette époque-là? Il me dit, ouais, du coup, je prospecte un bien. Je dis, je reviens de Lille, pareil. Et je dis, tu rentres quand? Il me dit, je rentre demain. Je lui dis, Gare du Nord, on se voit et on en parle. Et du coup, tout a commencé à ce moment-là sur la constitution, en tout cas, de notre patrimoine en commun. Et du coup, on a fait pas mal d'investissements depuis. Effectivement, c'est assez marrant parce que aujourd'hui, on a des schémas qui sont très différents dans nos investissements, etc. Mais on a vraiment tout exploré dans les grandes largeurs pour se faire notre propre idée, notre propre expérience et être aujourd'hui capable de proposer le meilleur. Et est-ce que du coup cette idée-là de créer les Secrets de l'Immo, elle est venue de là parce qu'en fait vous êtes dit on est bon ensemble, on peut faire le partager à nos clients? Est-ce que c'est un peu comme ça que c'est venu? Alors oui, mais ça a mis quand même beaucoup de temps à éclore parce que donc nous on a démarré ensemble en 2007. Moi j'avais fait une première acquisition par relation, c'était un appartement à Neuilly. C'était vraiment un coup de chance. Alors j'aime pas dire que c'est de la chance parce que ça se projette, mais c'était vraiment inattendu. C'était un 3 pièces avec 2 chambres de bonne. Du coup, j'avais pu rassembler les 2 chambres de bonne pour en faire un studio. Il y avait vue Tour Eiffel. Okay. Donc,
fallait un peu se pencher, tout c'est vrai, mais il y avait vue Tour Eiffel. Et il y avait un appartement 3 pièces qui était au premier étage. C'est une vieille dame qui vivait dedans. Les derniers travaux réalisés, c'était les années 50. Donc il y avait un énorme chantier à réaliser. Mais voilà, ça m'a permis en fait de démarrer. Je l'ai revendu derrière et ça m'a fait un bon apport pour pouvoir démarrer après avec Soyel sur des opérations sympas. En fait, en plus, c'est qu'on avait vraiment des compétences qui étaient complémentaires. C'est-à-dire que moi, je me retrouvais confronté face à chaque fois une problématique qui était la même, c'est que malheureusement, que ce soit en Ile-de-France ou partout en France, l'état du parc locatif est en très mauvaise posture. Il y avait nécessairement des travaux qu'il fallait prévoir. Et donc du coup, moi j'avais beaucoup de mal à sizer le montant des travaux, à déterminer ce qu'il fallait refaire, combien ça pouvait coûter, en combien de temps ça devait être fait. Donc à chaque fois, je me retrouvais confronté face à cette problématique qui me demandait du coup de faire appel à des artisans, et du coup de perdre du temps pour dégainer et faire une offre aux vendeurs, tout en n'étant pas sûr en plus de ce que j'allais proposer. Et donc Benjamin, qui lui a cette casquette travaux, un vrai expert du bâti ancien, du coup ça nous a permis effectivement d'aller beaucoup plus vite, de dépasser la concurrence, de faire des offres au juste prix et du coup de développer comme ça notre parc immobilier. Et c'est au bout de plusieurs années effectivement où par différentes sollicitations de notre entourage, notre famille, mes amis, on s'est dit, ils font appel à nous pour qu'on les aide à faire leur investissement. Il y a très certainement un marché à prendre. Et donc, effectivement, après discussion assez rapide, quand même, on s'est dit, autant se lancer à 100% dans cette aventure. Et on était très précurseurs parce que donc on a commencé en 2016. Et à l'époque, ça n'existait quasiment pas, on n'en entendait pas parler. Et on fait partie des premiers, je crois qu'il y avait investissement locatif. Et c'est tout. C'était vraiment c'était innovant, quoi. Ouais, c'était un nouveau marché. Ouais, exactement. Et donc du coup, Benjamin, tu nous as parlé d'une première opportunité à Neuilly. Pour vous, à deux ou un des deux, c'est laquelle la meilleure opportunité que vous ayez pu faire personnellement ou pour vos clients, vraiment une où vous vous dites ah ouais là on a bien joué. Elles sont toutes ouais. tout ce qu'on fait. Non mais vraiment. Mais c'est certainement celle qu'on fera demain. Ouais. On se positionne vraiment sur des belles opportunités. Donc en réalité en sortir une c'est compliqué, mais disons que et c'est ce qu'on plus on propose à nos clients, c'est vraiment déjà donc c'est de faire du sur-mesure. Donc c'est dur de comparer des investissements qui ne se ressemblent pas parce que par nature on ne recherche pas la même chose, mais c'est en tout cas de leur proposer et de leur offrir des projets qui sont bien montés et qui à la fin répondent à 100% à leur objectif. Et nous en tout cas à titre perso, nos investissements ont répondu en pleine mesure à nos attentes. Et du coup, peut-être pour compléter sur cette partie-là, vu que vous dites que tous vos biens sont très bien et j'y crois, plus sur la partie peut-être ambition, est-ce qu'il y avait un projet où vous avez dit ah oui là, celui-là il est très ambitieux et vous avez quand même réussi à l'atteindre parce qu'en fait, maintenant vous savez ce que vous faites et vous êtes très très content de ce projet-là. Est-ce qu'il y en a un qui vient en tête ou même pareil, c'est toujours tous les projets que vous faites sont très ambitieux Non, en fait on se challenge tout le temps. Et donc, on essaye toujours de sortir de notre zone de confort. Et ce qui est quand même marquant, je pense, c'est le premier immeuble qu'on a fait. Quand on a acheté pour nous un immeuble à Romainville, en fait, il faut se remettre dans le contexte. Aujourd'hui, quand on parle de Romainville, les gens se disent « Ah, c'est formidable, etc. » Il y a plus de 15 ans, personne ne voulait y aller. C'était très mal desservi, c'était pas très bien fréquenté. Mais voilà, c'est pas limitrophe de Paris, mais presque. Et on a eu une belle opportunité. On a acheté cet immeuble en se mettant vraiment à la gorge, mais on a mené le projet de A à Z. Et aujourd'hui, il vaut quasiment 10 fois sa valeur. Ok, ouais, donc une très belle affaire. Donc c'est une belle affaire. Ouais. Et du coup, en tant qu'investisseur immobilier aguerri que vous êtes, pour vous, là, parce qu'on a quand même pas mal de débutants qui vont sur ImmoCompare, c'est quoi le top 3 des erreurs qu'un débutant peut faire dans l'immobilier et du coup, pour l'éviter de faire ça, on a bien compris qu'il pouvait se faire accompagner par les secrets limo, mais aussi pour lui, pour sa connaissance personnelle, c'est quoi un peu votre top 3 Moi, j'ai envie de dire sous-estimer les travaux,
se focaliser que sur les taux d'intérêt lorsqu'on négocie les conditions de financement. Et c'est Penser à court terme. Et penser à court terme, ouais. Et c'est louer à des profils dont on n'a pas vraiment fait des recherches approfondies. Et moi, pour en rajouter une, qui est pour moi l'erreur majeure, c'est de rien faire. Ok. C'est vraiment la pire erreur. Là, pour finir sur vraiment la partie investissement immobilier en tant qu'investisseur, vous utilisez quoi comme structure juridique pour investir dans l'immobilier? Parce que vous avez dit que vous investissez à deux, aussi investissement personnel individuellement. Est-ce que vous pouvez un peu nous en dire un peu plus là-dessus? Nous, à titre perso, Oui. à peu près tous les véhicules. En fait, le choix du véhicule d'investissement dépend de deux choses. D'une part, des porteurs de projet, et d'autre part, de la nature du projet, et donc de la typologie du bien. Donc bon, le porteur de projet, effectivement, pour nous, ça ne change pas, mais le type de bien change. Est-ce que c'est un appart? Est-ce que c'est un immeuble? Est-ce que c'est un local commercial? Est-ce que c'est du nu? Est-ce que c'est du meublé? Est-ce que c'est de l'achat-revente? Est-ce Voilà. que c'est du locatif? Tout ça fait que, en fonction de la nature du projet, on va déterminer et on va choisir le véhicule d'investissement adéquat. Donc, j'ai envie de dire un peu de tout, quoi. Ok. Mais ça peut être effectivement en nom propre. Nous, on fait de l'indivision entre nous parce qu'on s'en fout, on sait qu'on est raccord. On peut faire de la SCI, de la SAS, de la SCV. Vraiment, on a un peu tout exploré. Ouais. Ok. Là, on va passer à la deuxième section sur vraiment la découverte des deux fondateurs, plus sur l'entrepreneur, les entrepreneurs que vous êtes. Vous, c'est quoi la plus grande réussite que vous êtes dont le plus fier en tant qu'entreprise, en tant que les Secrets de l'Immo? Moi, j'ai envie de dire, la première, c'est d'améliorer drastiquement la qualité du parc locatif francilien. Vraiment, c'est une des choses qui nous a le plus marqué quand on avait commencé il y a maintenant une quinzaine d'années, c'est de voir dans quel état les gens vivent. Vraiment, ça nous a beaucoup marqué. On s'est dit, là, il y a quelque chose qui est quand même assez grave. On est en France quand même, et quand on voit certaines choses, on se dit, mais c'est pas possible de laisser des gens, des familles, des enfants vivre dans des biens qui sont d'aussi piètre qualité. Et donc du coup, l'une des choses, en tout cas moi, dont je suis plus fier dans ce qu'on a réussi à construire comme écosystème, c'est d'améliorer en continu l'état du parc locatif qu'on met à disposition de nos locataires. Et moi, pour rebondir là-dessus, ma grande fierté, c'est d'avoir créé un écosystème qui fonctionne bien, aussi bien en interne que les partenaires qu'on peut avoir, etc. Aujourd'hui, les Secrets de l'Immo, on fait vivre entre 100 et 150 personnes. Donc c'est énorme, c'est beaucoup de responsabilités, mais c'est aussi une grande fierté. Super. L'autre question, c'est plus, quelle est la leçon que vous avez vraiment appris de chacun de vous deux lorsque vous avez créé les Secrets de l'Immo et jusqu'à maintenant, en fait, vraiment la grande leçon en tant qu'entrepreneur? Moi, j'ai envie de dire, c'est au-delà d'une leçon, c'est une qualité qu'il faut avoir en tant qu'entrepreneur, c'est la résilience. C'est-à-dire qu'on va se retrouver confronté à énormément de problématiques et de difficultés en permanence auxquelles il faut faire face. Et que ce soit le recrutement, que ce soit des événements extérieurs tels que le Covid qui fait qu'on doit s'organiser. Il y a tout qui change en très peu de temps. Donc il faut être résilient face à toutes ces problématiques-là. Il faut savoir rebondir et apporter des solutions. Et c'est comme ça qu'on évolue. Et moi, je dirais la détermination. Je pense qu'il faut vraiment être déterminé aujourd'hui pour réussir dans cette société et dans cette conjoncture. On m'a dit, quand j'ai commencé à travailler, si tu tapes toujours au même endroit, tu vas réussir à faire un trou. Et ça, vraiment, ça résonne en moi. Et voilà, il faut insister, se remettre en question en permanence et réussir à franchir les étapes petit à petit. Il ne faut pas vouloir aller trop vite. C'est le meilleur moyen de se brûler les ailes. Il faut être raisonnable et déterminé. Ça, effectivement, c'est un très bon point. On voit aujourd'hui beaucoup de jeunes entrepreneurs. On est dans un monde qui va vite et où eux veulent aller très vite dans les business qu'ils veulent monter. Sauf que chaque chose prend le temps qu'il faut. Et donc, parfois, ça peut être un petit peu long avant d'avoir des résultats. Et il faut savoir, effectivement, être déterminé, être résilient par rapport à tout ce qu'on a pour commencer à avoir des résultats qui peuvent être un petit peu longs avant d'en voir le fruit.
Donc justement, on parlait de détermination, de résilience. C'était quoi les plus gros obstacles que vous avez pu affronter lorsque vous avez créé les Secrets Limo? Peut-être d'un nombre. C'est énorme, c'est énorme. Il n'y a eu que ça, des obstacles. Le premier obstacle, je pense, ça a été de faire connaître notre activité. Ça n'existait pas, personne ne faisait ça. Les gens ne comprenaient pas forcément. Donc on avait forcément de la défiance, mais vis-à-vis des clients ou des prestataires. Quand on allait voir nos banques en leur disant du coup on lance cette activité, c'est plus nous que vous allez financer, c'est des clients. Forcément il y a du questionnement, il y a un peu de doute, etc. Donc ça c'était un premier obstacle. L'éducation aussi, éduquer les clients à cette nouvelle offre, parce que ça n'existait pas. Constituer des équipes. Au début, on n'était que 2, donc on faisait tout à 2, ça marchait, on est tous les 2 des gros bosseurs, donc ça allait. Quel poste on recrute en premier? Pourquoi? C'est le temps long, l'immobilier, donc au début, un salarié ne va pas délivrer tout de suite. Donc on voit l'argent qui sort, on ne voit pas tout de suite les rentrées. Donc tout ça, c'est l'entrepreneuriat, mais c'est ça aussi qui est beau. Puis on a pris, nous, le parti d'internaliser toutes les compétences d'un investissement en interne. C'est-à-dire que l'idée, c'était pas de sous-traiter différentes parties à droite et à gauche. Donc il a fallu recruter différents profils pour vraiment tout assurer de A à Z. Donc recruter des chasseurs, c'est pas la même chose et on les trouve pas de la même manière, on les incentive pas de la même manière, on travaille pas au quotidien de la même manière que des architectes, que des chefs de projet, que des maçons, que des conducteurs de travaux. Chaque métier, chaque profil est différent et donc du coup il a fallu construire tout ça brique par brique. Et donc maintenant que vous avez atteint quand même une bonne situation pour les Secrets Limo, comment vous voyez les Secrets Limo dans 5, 10 ans? Est-ce que vous avez déjà fait un plan un peu des nouvelles solutions que vous voulez faire? Il y a aussi votre société, les compagnons des investisseurs, peut-être aussi en dire un peu plus là-dessus. Alors ça, les compagnons des investisseurs, on l'a créé déjà en 2018. D'accord. Donc ça fait déjà un petit moment. Toujours dans cette optique d'internaliser toutes les compétences en interne, il fallait que les travaux, on les réalise nous-mêmes pour pouvoir proposer à nos clients de la transparence, un respect des coûts, de la qualité, des délais. Donc tout ça, c'est la même stratégie. C'est juste qu'il a fallu déployer ça petit à petit. Après, où est-ce qu'on se voit dans 5 ans, dans 10 ans, seul l'avenir nous le dira, mais on est ambitieux, mais on essaye de construire les choses les unes après les autres, encore une fois, sans vouloir se projeter trop rapidement. On avance à notre rythme. Mais pourquoi pas racheter l'Elysée s'il est à vendre, Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Super sympa. C'est bien de venir comme ça. C'est ça qui m'est venu en tête. C'est du beau bâti,